Alors, avec nous, le second invité de cette le deuxième invité de cette première petite leçon. Il s'agit d'Antoine Viguier-Colère, avec lequel nous avons préparé un peu longuement d'ailleurs cette conférence. Il est architecte des PLG. Il a fondé en 2003, donc il y a un peu moins de 10 ans. Vous prenez un micro, Antoine ? Avec Pierre-Alain Trévelot, une agence qui s'appelle TVK. Vous avez été en 2005 lauréat du palmarès des jeunes urbanistes. L'année suivante, lauréat des nouveaux albums des jeunes architectes. Et votre activité principale est multiple d'ailleurs. Elle couvre des sujets urbains et architecturaux. Et vous avez, avec Pierre-Alain, mené plusieurs études sur le boulevard périphérique. C'est ça, oui. C'est à ce moment-là que vous vous êtes fait bien connaître. Périphérique parisien. Et 2 ouvrages, d'ailleurs, ont été édités à ce sujet. Et en 2010, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce soir, vous avez remporté un concours international pour le réaménagement de la place de la République. Alors, vous allez nous en parler en images, mais vous ne couperez pas, vous non plus, à la première question, qui est celle que l'on pose à tous les invités. Votre définition, une lecture rapide de ce qu'est un espace public aujourd'hui. Ouh là là, c'est... Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui ? Non, vous ne remontez pas à la ville romaine. Non, puis intervenir après Michel Carmona est forcément très difficile. Non, mais aujourd'hui, quand même, je dirais que ce qui a été dit dans les propos précédents, je pense qu'on est là, effectivement... dans une question qui a à voir avec je pense le pouvoir politique, en tout cas la représentation sociale et politique de l'espace. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, et on le verra sur la place de la République, c'est un sujet central, recoupe la question des usages et du lien social. Et ça a été évoqué aussi au tout début de cette intervention, c'est-à-dire comment l'espace public aujourd'hui peut être le vecteur d'un vivre ensemble et d'un renforcement du lien social dans les villes. Donc on est à la fois forcément inscrit dans une tradition quand on travaille sur l'espace public dans les villes, puisque faire de la ville aujourd'hui, c'est forcément s'inscrire dans une certaine tradition et dans une certaine continuité. Et en même temps, comment l'espace public peut incarner et fabriquer du lien social. Et je pense que dans les notions qui ont été évoquées précédemment, j'ai retenu la question de l'appropriation, de la multifonctionnalité. C'est évidemment des sujets qui sont contemporains, le partage, et sur lesquels il faut nécessairement travailler pour faire espace public. Et ça n'est pas un fantasme. Je pense que ce n'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme, d'autant que la réflexion sur les espaces publics aujourd'hui est très développée et qu'il y a de nombreux exemples en France et à l'étranger qui démontrent que la ville peut se réinventer autour des espaces publics. Et on voit même que même avec Internet et l'immatérialité des échanges, les citoyens ont besoin d'espaces publics pour se faire entendre. De rassemblement. Alors, Antoine, comment avez-vous abordé la dimension historique, patrimoniale de la place de la République dont vous avez été chargé du réaménagement? C'est quand même un des endroits les plus chargés en symboles de la capitale. Alors... Oui, donc pour revenir sur la question, puisque l'angle que vous m'aviez suggéré était celui du patrimoine, en tout cas de la manière dont on pourrait travailler avec le patrimoine sur cette place. Alors si vous le souhaitez, j'ai amené quelques images pour développer un peu mon propos. Je me proposais juste de... Pardon. Je me proposais juste pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le projet, de passer juste quelques secondes à le décrire pour qu'on puisse après rentrer dans le sujet de façon plus facile. Alors la place de la République aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît cet espace-là aujourd'hui. Très simplement, c'est un lieu emblématique sur le plan symbolique, sur le plan historique, vous venez de le dire. C'est aussi un lieu de la circulation parisienne nécessaire, la circulation routière notamment. C'est une figure donc, de place rectangulaire qui est de très grande dimension. La place de la République fait
120 mètres de large par à peu près 300 mètres de long. On pourrait y coucher la Tour Eiffel. Donc on est là dans un espace de très grande dimension qui a une figure que vous voyez donc, sur l'image de double giratoire. Donc aujourd'hui, un espace qui organise la circulation parisienne, qui est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, le départ de grandes avenues, et puis qui est défini par un espace central, qui est un espace marqué par le double alignement de platanes que vous voyez là, et en même temps qui est rendu aussi difficilement accessible, puisqu'il est encerclé par le parcours des véhicules. Alors, autre point important, j'y reviendrai aussi, c'est aussi un espace qui structure énormément la mobilité en transport en commun, et ça, je pense, c'est très important, puisque c'est un sujet sur lequel je serai amené à revenir, puisqu'en fait, on est là sur le toit du métro. Il y a 5 lignes de métro, donc c'est une des gares principales pour le transport en commun. Donc il y a quelques arbres qui arrivent tant bien que mal à se développer là où il y a un peu de terre, à survivre. Mais il faut en avoir conscience sur le toit d'une gare d'échange. Alors voilà, très simplement, cette superposition qui explique les grandes lignes du projet sur lequel je vais revenir pour parler un peu du patrimoine et au fond de la manière dont, avec le patrimoine et en réfléchissant, en travaillant sur le patrimoine, on pourrait se poser la question de la modernité, en tout cas dans la manière dont le patrimoine pourrait incarner le renouveau et l'évolution de la place dans une certaine idée de la continuité et de l'évolution. Alors le projet tel que nous l'avons proposé, très simplement encore une fois, il cherche à développer une très grande aire piétonne, la plus grande possible. Donc c'est la partie que vous voyez qui se raccroche à ce qu'on appelle les bâtiments palais, donc au 10e et au 11e arrondissement. Les bâtiments palais, c'est là où aujourd'hui vous avez à l'ouest la caserne Vérine, et puis à l'est les grands magasins, le Habitat et le Grand Hôtel. Vous vous y retrouvez là ? Oui. Je peux montrer si vous le souhaitez. Alors, je pense. Vous suivez ou vous préférez ? D'accord. Non mais vous êtes fort. Hein. Donc l'idée principale, elle est de développer une grande aire piétonne, et peut-être on y reviendra puisque c'est autour de cette grande aire piétonne, cet usage-là, voilà, que l'on peut imaginer que s'installe une nouvelle accessibilité de la place et un espace disponible pour des usages multiples. Et vous verrez justement, parce que Michel Carbonal l'évoquait tout à l'heure, il y a dans l'idée de la définition des usages une question assez centrale qui est que, au fond, on souhaite justement ne pas trop les prévoir, ces usages. Donc, quel est le niveau de définition et quel est le niveau de confort que cette aire piétonne doit pouvoir proposer pour que des usages puissent s'installer de façon assez libre, tout type d'usage, et aussi des usages qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, et des usages d'échelles différentes qui peuvent à la fois concerner la métropole parisienne et des grands rassemblements, des grandes manifestations, des événements festifs par exemple, mais qui puissent aussi être suffisamment définis dans son échelle pour offrir le confort suffisant pour que des utilisations à des échelles beaucoup plus locales puissent s'installer. Ça s'appelle une place durable. Ça s'appelle une place durable. Mais de toute façon, on est dans le durable, hein, c'est-à-dire que s'inscrire dans une certaine idée de la continuité et travailler avec le patrimoine, c'est évidemment une démarche qui relève du durable. Alors, pardon ? Alors, oui, tout le monde ne voit pas. Oui, alors c'est une vue axonométrique, donc c'est un peu compliqué. Le trottoir nord est justement le trottoir qui est au pied de ces grands bâtiments. Ce qui fait que la partie nord est celle qui prend le sud, naturellement. Donc la partie qui met la mise au soleil de la place s'effectue justement sur l'aire piétonne, hein, puisque la caserne et les bâtiments palais, voilà, donc le trottoir nord est ici, le sud vient de cette partie-là, donc c'est la partie qui prend la lumière. Donc au sud de la place, donc le trottoir côté 3e, donc qui est le trottoir sud, mais qui est à l'ombre donc des bâtiments qui forment le front bâti de cette rue. On a donc réorganisé autour de cette voie la circulation à double sens. Donc j'y reviendrai dans une emprise qui est plus petite que celle qui existe aujourd'hui en faisant passer les véhicules dans un seul sens, et qui est définie dans une logique et dans un profil qui est celui des grands boulevards. Voilà, donc peut-être on pourra revenir
revenir plus précisément, si vous le souhaitez, aux caractéristiques du projet, mais je souhaitais peut-être en introduction expliquer un peu la configuration de la place. Il y a peut-être un dernier point que j'ai oublié de signaler qui est pour nous assez important, c'est que le travail sur l'accessibilité donc de la place, qui est aussi, donc j'ai évoqué cette grande aire piétonne, qui est aussi définie autour d'un passage ici autorisé pour les bus et la prise en charge des taxis, donc qui structure aussi la mobilité, transport en commun et l'intermodalité entre les principales sorties de métro, les stations de bus et le taxi, permet, l'aire piétonne se développe en réalité jusque la rue de Malte et la rue Yves Toudyck, possiblement d'ailleurs jusqu'au canal. Donc inscrit aussi ce développement-là et cette vocation d'espace piéton de grande dimension, couplé à la mobilité vélo, transport en commun, jusqu'à l'espace du canal, qui lui-même est une grande figure, je dirais, d'espace public, de la reconquête de l'espace public à l'échelle parisienne et francilienne. On va s'y retrouver, on va reconnaître la place de la République ou pas du tout ? Je pense que le changement va être assez radical. D'accord. Assez radical. D'accord. En tout cas, on continuera à y circuler, y compris en voiture, parce qu'il y a eu une inquiétude très grande, mais tout va bien se passer. D'accord. Laurence Dufort tient à ce que les gens qui nous écoutent comprennent le processus de fabrication quand même de l'espace public. Est-ce que vous pouvez nous dire autour de quel arbitrage et enjeu tout ça s'est passé, comment ça se décide ? Alors, il y a le processus, c'est un processus assez complexe. Je dirais il se décline de la manière suivante. C'est-à-dire qu'un concours international a été lancé pour lequel préalablement ont été opérés de la concertation. Au préalable. Au préalable. D'accord. Et je dirais quand nous on a démarré le concours, alors j'avais une des slides qui est un peu plus loin qui montrait ce travail-là. Un ouvrage avait été réalisé par la ville qui avait permis d'interroger énormément de franciliens, des habitants, mais aussi dans un périmètre élargi, sur donc des franciliens sur leurs envies et sur la manière dont cet espace-là pourrait se définir. Une sorte d'enquête publique. Voilà, une sorte d'enquête publique, mais dans un cadre beaucoup plus libre et qui... Comment ? Une enquête très publique qui pour nous a été une source d'inspiration immense, puisque donc je m'apprêtais à parler un peu du patrimoine construit. D'accord. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a touché là le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la manière dont autour de cet espace public-là, déjà les gens arrivaient à se projeter, et la manière dont on pourrait travailler avec ce patrimoine-là, avec ces projections-là, et dont on pourrait imaginer les incarner dans l'espace public. Donc on était déjà là, dans la dimension qu'on évoquait tout à l'heure, d'un espace public dans toute sa fonction sociale. D'accord. Voilà. Bon, je vous laisse continuer. Peut-être, j'essaierai de ne pas être trop long, parce qu'on pourra en parler longtemps, juste pour évoquer quelques sujets de patrimoine. Monsieur le maire nous met dehors à 9h. D'accord, non, mais je vais être assez bref, et n'hésitez pas à m'interrompre. Juste sur les questions de patrimoine, je voudrais revenir sur quelques éléments principaux, et juste pour expliquer un peu la manière dont on a travaillé. Donc, je dirais l'élément peut-être fondateur de cette place-là, en fait, dans la forme dans laquelle on la connaît, depuis qu'elle a été réaménagée par Haussmann, c'est la question de la symétrie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui la place est symétrique, elle est définie par ces doubles alignements de platanes, elle est organisée autour de la figure de la statue, le contexte bâti qui est autour la définit aussi dans une géométrie qui est régulière, et puis on a parlé aussi de la modénature des façades tout à l'heure, font que cet espace-là nécessairement est lié à la question de la symétrie. Et dans le travail que l'on a fait, on a d'abord réfléchi évidemment à cette question fondamentale. Alors quand on voit la composition du plan, on voyait l'image tout à l'heure, très simplement la composition de la place s'appuie sur cette symétrie qui est organisée donc autour de ce double alignement d'arbres, cette grande aire piétonne donc, qui se développe jusque la rue Yves Toudyck et la rue de Malte, et qui se définit autour de ce que l'on verra, deux terrasses qui sont des mouvements très simples du sol, qui permettent justement de stabiliser sur ces terrasses-là des usages. Et puis donc au centre du système,
la figure de la statue qui est sans doute la figure la plus symbolique, la plus centrale, la plus visible aussi. Donc la manière dont il faudrait réussir à la remettre dans une visibilité au cœur du projet. Et puis j'y reviendrai, la manière dont ce grand espace des disponibilités peut aussi trouver une fonction liée à l'eau. Alors voilà, très simplement, donc la statue qu'on voit à gauche de Maurice, et puis l'état actuel de cette statue qui aujourd'hui est finalement le point de giration des flux automobiles. Et là, je dirais, l'approche, elle a été, de notre point de vue, assez simple. Pour la résumer, elle a été de dire il faut à tout prix que cette statue soit placée au cœur de la place, donc parce qu'elle est visible, parce qu'elle incarne l'image de la place, mais qu'en même temps, on arrive à la rendre accessible, à la rendre véritablement accessible. D'ailleurs, on se rend compte qu'à chaque manifestation, les gens grimpent sur cette statue. Donc c'est un objet monumental qu'on doit pouvoir se réapproprier. Et donc l'idée, elle a été de se dire il faut à tout prix amener l'espace piéton au pied de la statue, et puis aussi travailler sur sa base. Donc on a proposé qu'on puisse s'asseoir au pied de la statue et qu'on puisse aussi introduire l'élément de l'eau. J'y reviendrai pour une raison importante, parce que l'eau a toujours été présente sur la place et d'ailleurs c'est un sujet assez important dans le réaménagement. On a beaucoup réfléchi à la manière dont on pourrait conserver l'eau et en même temps lui donner une forme différente. Donc un des lieux où l'eau apparaît, c'est précisément au pied de la statue, qui consolide son socle et qui en même temps permet aussi de travailler sur son éclairage la nuit. Puisque on a une équipe multiple que j'ai pas citée, mais dans l'équipe, Yann Kersalé est en charge de la lumière. De la lumière et de la mise en lumière de l'espace. Une sorte d'estrade, Alors il y a en fait une sorte de socle très simple en fait qui prolonge le socle existant et qui permet effectivement à la fois de trouver une assise et en même temps d'amener de l'eau au pied de la statue, une sorte de miroir d'eau. Alors, en sachant que le miroir d'eau est assez approprié dans l'aménagement d'espaces publics, dans la mesure où ce qui est très compliqué, ça j'y reviendrai sur les fontaines, c'est que en dehors des mois où vous pouvez les faire fonctionner, souvent ce sont des espaces qui divisent et qui occupent beaucoup de place. Donc qui vont, je dirais, à l'encontre de la possibilité d'utiliser l'espace public de plusieurs manières différentes. C'est contre-productif. C'est un peu contre-productif. Donc l'idée avec le miroir d'eau, c'est assez simplement de dire l'été qu'on a envie de rafraîchir, on peut la faire apparaître, on peut faire apparaître l'eau, et en même temps quand les mois d'hiver on est obligé de couper l'eau, on peut trouver un sol qui est appropriable, sur lequel on peut monter, qui redevient un sol que l'on peut occuper de manière tout à fait neutre. Donc la statue ne vous a pas dérangé du tout alors? Au contraire, c'est un des éléments emblématiques et central de la transformation. Alors il y a eu, j'avais remis ces images, peut-être on ne va pas trop s'y attarder. Il y a la question du double alignement, et sur lequel il y a eu beaucoup de questions à l'issue du concours, et puis sur lequel on a travaillé ensuite avec la ville, avec l'architecte des bâtiments de France, mais aussi avec la ville de Paris, puisqu'on avait, nous, proposé à un moment donné qu'un des doubles alignements disparaisse. Dans la recherche, c'est ce que l'on voit depuis le boulevard du Temple, de redonner une visibilité très forte de la statue depuis les grands boulevards. Une perspective. Voilà, une perspective très forte, mais aussi dans l'idée que nécessairement cette place devait aussi retrouver, et c'est ce qu'on a cherché à faire, retrouver un lien très fort au grand boulevard et être mise en réseau avec d'autres espaces publics majeurs, un côté que plus sont minéral. la Concorde, que sont Bastille, que sont ces places qui jalonnent les grands boulevards parisiens. Pas une place plantée. Pas une place plantée, une place minérale. Pas une place plantée parce que de toute façon, ce que j'expliquais en préalable, c'est qu'on ne sait pas bien planter la place de la République et que c'est très compliqué. Alors on a beaucoup travaillé, on a finalement gardé le double alignement parce qu'il y a un certain nombre de discussions et puis je crois que on est arrivé à une solution qui est satisfaisante aujourd'hui. Puis on a aussi réussi avec les terrasses aussi à planter davantage. Donc on est revenu à une structure de double alignement que vous découvrez dans cette image et qui finalement permet d'incarner la partie centrale qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade, donc cet espace de très grande dimension mis en relation aussi avec les grands boulevards et où on imagine que ça puisse être le lieu
évidemment des grandes manifestations, mais ça on ne le décide pas, elles se feront et continueront à se faire, mais aussi d'expositions ou de manifestations festives, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui sur la place de la République à l'avenir. Ce qui a d'ailleurs nécessité que les ouvrages du métro soient renforcés. On a renforcé beaucoup, il y a beaucoup d'ouvrages. Est-ce que vous allez mettre du poids sur le sol pour que tout simplement ce nouveau sol puisse accueillir des camions, des installations de grande dimension et que les usages que l'on souhaite développer puissent s'installer sur cet espace-là en toute sécurité. Alors juste l'eau en 2 mots, puisque l'eau est un sujet important, puis on a eu des discussions très, très longues et des débats très, très longs sur la question avec qui des bassins, avec l'architecte des bâtiments de France, en concertation à la ville. C'était un sujet important. Alors ce qu'on voit en fait sur ce panorama un peu de la constitution de la place, parce qu'effectivement la place n'a pas été créée de toutes pièces, hein. Les historiens ont parlé de bricolage urbain en parlant de la place de la République, puisque en fait l'acte de départ c'est d'abord une place qui se fait dans l'élargissement des boulevards parisiens qui s'installent sur le démantèlement des remparts, avec une place du château d'eau au départ, et puis une grande fontaine qui sera lors du second réaménagement installée aux abattoirs de la Villette, aujourd'hui en face de la Grande Halle. Et puis le deuxième réaménagement qui déjà préfigure un peu la forme que lui donnera Haussmann, où là à nouveau une fontaine, elle était là dans un premier temps, elle est mise à cet endroit-là, et c'est la fontaine qui sera déplacée lors du projet d'Haussmann sur la place Félix Éboué. La grande figure de la fontaine étant remplacée par la statue de la République. Resteront présents, c'est ce que l'on voit ici, 2 bassins latéraux sur lesquels il y a eu... qui ne marchent plus aujourd'hui. Voilà, alors sur lesquels il y a eu beaucoup de sujets, puisque effectivement, ça fait de nombreuses années qu'ils ne fonctionnent plus. C'est des ouvrages très compliqués un peu à l'abandon, à faire fonctionner, à entretenir. Et la proposition qui a été faite et qui a été retenue, ça a été de dire il faut, et d'ailleurs c'est ce qu'on voyait sur les images précédentes, c'est-à-dire que chaque période de réaménagement a vu une façon d'installer l'eau et des usages liés à l'eau particulières. Et ce que nous avons proposé, ça a été de dire il faut que l'eau reste présente, mais qu'on arrive à lui trouver un mode d'occupation compatible avec la place. Presque une utilité, quoi. Oui, une utilité, bien sûr, une utilité, mais aussi dans la tradition d'une mémoire de cette place où l'eau a toujours été présente, même si effectivement les fontaines ne fonctionnent plus depuis belle lurette, et que en même temps aussi les bassins actuels entravent un certain nombre d'usages. Il suffit de regarder comment, là on a trouvé des photos qui sont plutôt valorisantes, mais en réalité l'occupation du bord de ces bassins est très, très problématique. Donc on a proposé, c'est ce que vous voyez là, de travailler plutôt sur un système, encore une fois, de miroir, qui permet, quand il fait beau, d'activer une lame d'eau et puis de la faire disparaître, puisque le sol en fait qui se situe sous l'eau est exactement de même nature que celui qui définit le reste de la place. Ce dispositif-là étant couplé avec la possibilité d'envoyer un peu de vapeur d'eau, les vents chauds venant du sud, ça permet aussi de faire diminuer de quelques degrés donc la température de la place. La dimension patrimoniale historique de la place ne vous a pas du tout empêché de... Ah non, mais je dirais au contraire, c'est-à-dire que c'est la principale source d'inspiration. D'accord, si vous voulez. Un atout. C'est nécessaire, oui, forcément. Oui. Alors bon, on pourrait, voilà, c'était ce schéma-là que je voulais montrer tout à l'heure, où on voit bien l'importance de la relation que la place de la République a avec la figure des grands boulevards et avec des places qui jalonnent les grands boulevards. Ce qui nous a permis de travailler sur le trottoir sud, donc le trottoir côté 3e, avec l'idée qu'il faudrait ici à tout prix s'inscrire dans cette dimension-là et dans cette histoire-là. Donc on a proposé de travailler sur, au fond, le thème
le thème du rez-de-chaussée, c'est-à-dire comment le trottoir peut trouver une dimension suffisamment confortable. J'aime flâner sur le grand boulevard. Voilà, pour que la terrasse du café puisse s'installer, mais qu'en même temps on ait toujours la place de circuler, que entre la circulation et le trottoir puisse s'installer aussi une épaisseur un peu intermédiaire pour garer les vélos, prendre son taxi, assurer des livraisons aussi. Donc on a doublé en fait la surface du trottoir. Ensemble. Encore une fois, le vivre ensemble. Et aussi l'idée que ce côté sud doit avoir vocation à assurer cette transition. Alors pareil, on pourrait décliner assez longuement, on accélère le sol, les matériaux. Voilà, alors je voudrais, j'en ai plus pour très longtemps, je voudrais revenir sur la question des usages, et puis revenir sur peut-être la question du patrimoine plus immatériel et du lien social. On a eu en tête pendant le concours plusieurs espaces publics. La place de Mai à Buenos Aires, dans la mesure où on a là un espace public, et on a toujours eu en tête les folles de la place de Mai et la manière dont un espace public incarne les choses qui se sont passées. C'est-à-dire qu'on est dans un espace de la ville qui incarne une mémoire. Et une mémoire vivante. Une mémoire vivante, une mémoire collective, une mémoire vivante. Et évidemment, il y a plein d'images qui nous viennent sur la place de la République, de grandes manifestations, de grands rassemblements. Et la statue, évidemment, incarne cette histoire-là. On avait aussi des images en tête de places beaucoup plus pittoresques, même si elles sont aussi monumentales. Je pense à la place Jemaa Efna au Maroc, à Marrakech, et où là, au contraire, c'est la possibilité d'une place qui se transfigure totalement entre le jour et la nuit, et où tout d'un coup s'installe, je pense que tout le monde connaît cette place à Marrakech, où tout d'un coup on peut manger toute la nuit et il s'y passe des choses formidables. Marrakech à Paris. Alors, on est preneur. Et voilà, je disais tout à l'heure qu'on avait là un espace de très grande dimension. 2 hectares, c'est absolument colossal. C'est 3 fois et demi Notre-Dame, par exemple. Enfin, le parvis de Notre-Dame. Alors, on a cherché, je voulais vous montrer cette image, puisqu'on a rarement eu l'occasion de la montrer. C'est quoi ça ? C'est une représentation en plan de la place de la République. On essaierait de représenter les usages. Donc on a travaillé depuis d'ailleurs le moment du concours, on a travaillé sur des modes de représentation, parce qu'on a l'habitude de faire des plans, et on se rend compte que souvent les plans ne permettent pas de raconter l'éphémère, de raconter la nature forcément réversible des espaces publics, et le fait que les espaces publics puissent avoir des vocations différentes. Et en fait, cette représentation-là est une sorte de scénario des usages. C'est-à-dire que on voit que... On va pouvoir faire tout ça, place de la République. Et puis bien d'autres choses. D'accord. Alors, on voit qu'au sud, par exemple, peuvent s'installer... des choses de grande dimension, pourquoi pas sur le parvis qu'on voyait tout à l'heure, pourquoi pas du cinéma en plein air ou ce qu'on voudra y faire, des grandes expositions. Et puis ce que l'on devine aussi, c'est que sur les terrasses, au contraire, c'est l'endroit où on peut s'asseoir, puisqu'il y a une petite déclivité qui permet de trouver quelques marches et de trouver des assises naturelles. On doit aussi réaliser un pavillon qui sera un café, donc en face de la caserne, qui aujourd'hui est un espace où il ne se passe pas grand-chose. Donc une occupation, et puis on va aussi, en travaillant sur ce sol, on peut replanter aussi des arbres sur les terrasses, donc avoir un vrai confort d'installation sous les arbres, et puis autour du café, de la terrasse du café, donc de pouvoir trouver tout un tas d'occupations à cet endroit-là, et puis le miroir d'eau que l'on voit, qui peut aussi permettre l'été que les enfants naturellement s'installent. Donc, et ce sont des idées que vous avez fait passer facilement auprès des riverains, des services de la ville, des architectes, nous, si vous voulez, des bâtiments de France. L'idée, en fait, et je vais peut-être y venir directement, elle est de dire que ce qui compte au fond, c'est la condition de ces usages. C'est-à-dire que chacun y projettera, chacun y fera. On n'est ni maître de la place, on s'inscrit dans une continuité de sa transformation, et surtout on n'en maîtrise pas la manière dont il sera occupé. Alors, c'est tout ce qu'il est possible de faire. Et comment rendre possible ces usages ?
ça passe sans doute avant tout par un travail très simple sur le sol et sur la neutralité du sol. D'accord. Et ce que l'on voit en fait sur ce plan, c'est que ce qui est, je dirais, sans doute la caractéristique principale de l'aménagement du sol, c'est d'être le plus continu possible, le plus accessible possible, organisé suivant... en fait, on a une pente à 1% ici, mais en espace public, 1%, ça veut dire qu'on est horizontal. Hein, c'est la pente minimum pour récupérer les eaux. Donc, on a un mouvement de sol extrêmement simple qui définit donc ces terrasses et qui rend cette grande plaque disponible. Voilà. Donc, c'est l'élément déclencheur, le sol. Je dirais c'est la disponibilité, l'accessibilité. Et puis... l'articulation avec la mobilité, puisque on pourra en parler longtemps, mais je ne crois pas que ce soit le sujet, parce que c'est usage, ça. En fait, ce qui est unique, si vous voulez, à cet endroit-là, sur la place de la République, c'est qu'il y a une conjonction entre un espace piéton, donc de très grande dimension, hein, c'est ce que propose le projet, mais en même temps un lieu qui est extrêmement accessible. Et on sait que dans la ville, au fond, ce qui est important, c'est que puisse se conjuguer le déplacement, et notamment le déplacement piéton, et l'accessibilité avec l'espace public que l'on peut s'approprier. C'est-à-dire qu'on peut faire un espace public aussi beau soit-il, s'il est aux confins de la ville, s'il est inaccessible, il ne peut évidemment pas jouer ce rôle qu'on imagine ici, de faire se rencontrer les gens, de faire du lien social, de susciter des usages. Donc, je crois que la chance qu'on a avec la place de la République, c'est qu'à condition qu'on développe cette aire piétonne et qu'on rende simple et évidente et confortable l'articulation entre ce qui est de l'ordre du piéton, ce qui fonctionne plutôt avec le vélo, avec le bus et avec les sorties de métro, à ce moment-là, on arrive à créer une alchimie qui fait que cet espace-là est véritablement appropriable. Et la voiture dans tout ça ? Alors, et la voiture, ce qui compte, je dirais, avec la voiture, c'est qu'elle ait sa place. En tout cas, c'était l'objet de la commande. C'est-à-dire que l'idée, c'était en tout cas, le programme qui nous était donné était avant tout de faire en sorte que la voiture continue de circuler. Même s'il y a une baisse de la capacité de la place, mais qui s'inscrit, je dirais, dans une baisse tendancielle de la circulation à Paris, mais qu'on soit plutôt dans un équilibre, quoi. C'est-à-dire qu'on soit à la fois dans un équilibre entre la place relative de chacun et en même temps dans une cohabitation possible. C'est-à-dire qu'il y a un très gros travail qui a été fait par la ville, mais aussi par les équipes à l'agence. Vincent Hertenberger, qui travaille avec nous à l'agence, est là d'ailleurs, pour faire en sorte que les carrefours, tout est repensé, tout est redessiné. Comment on fait pour traverser en un seul temps, par exemple ? Comment on fait en sorte pour que les traversées des trottoirs se fassent confortablement ? Comment on fait pour que les voitures ralentissent et qu'en même temps elles continuent à passer, que le trafic continue d'être fluide ? Voilà, c'est ça les questions que pose un aménagement de cette nature. Et pendant le chantier, la vie continue ? Alors oui, pendant le chantier, la vie continue. Le chantier, c'est toujours une période un peu difficile. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. On avait. J'entends du bruit dans la salle. L'opposition disait que ça allait être la catastrophe. Bon, je crois qu'on se rend compte que oui, c'est difficile. Il faut pas le minimiser. En même temps, j'ai l'impression qu'on circule quand même autour de la place aujourd'hui, même avec déjà des travaux qui ont bien démarré. On va essayer de tout faire, la ville nous le demande et évidemment on s'inscrit là-dedans pour faire en sorte que le chantier se passe de la meilleure façon possible. On va accompagner, il y a des visites qui sont programmées. Donc, et d'ailleurs il y en a une avec vous et le CAE. Laurence nous dira ça à la fin de Laurence la session. Nous dira tout à l'heure. On va être obligé de se quitter. Donc voilà, vous n'avez pas tout dit bien sûr. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. J'essaie de pas être trop long. Je suis désolée. Merci beaucoup Antoine Vigier-Colère.